Et c'est l'heure de l'invité du jour, l'occasion justement de revenir sur le sens actuel du prix Nobel de la paix. Depuis sa création en 1901, la légende attribue à Alfred Nobel la volonté de se racheter post-mortem aux yeux de l'humanité. Après avoir mis au point la dynamite, cette récompense célèbre la personnalité ou l'institution qui a contribué par son action au pacifisme, à la tolérance et au rapprochement des peuples, selon les termes même du testament d'Alfred Nobel. Bonjour Oscar Lambert, vous êtes écrivain et auteur de Comment devenir le prix Nobel de la paix aux éditions Autre Temps et qui doit sortir lundi. Voilà. Alors, merci d'être là. Que représente aujourd'hui ce prix et quelle est sa signification ? Alors, que représente ce prix ? Ce prix, aujourd'hui, représente déjà de l'argent. Madame Yousafzai et Monsieur Satyarthi vont se partager environ 900 000 euros, un peu moins de 900 000 euros. Donc, ça, c'est de l'argent qui vient donc de la fortune d'Alfred Nobel. Ce prix représente évidemment beaucoup de notoriété. C'est-à-dire que Madame Yousafzai était déjà extrêmement connue, mais là, elle va devenir une icône planétaire. Et quant à Monsieur Satyarthi, dont j'avoue avoir appris le nom ce matin, il va aussi avoir un gain en notoriété et son message va beaucoup mieux passer maintenant à travers les médias du monde entier. Et la volonté d'Alfred Nobel s'est-elle maintenue au fil du temps, selon vous ? Alors, la volonté d'Alfred Nobel, c'est une question un petit peu compliquée. Alfred Nobel était un homme très paradoxal. Donc, vous avez rappelé que c'était un industriel, l'inventeur de la dynamite, mais c'était aussi un marchand de canons. Il a inventé une poudre sans fumée. À la fin de sa vie, il a racheté une usine d'armement en Suède. Et à la fin de sa vie, en même temps qu'il rachetait une usine d'armement en Suède, il a aussi écrit son testament dans lequel il léguait une partie de sa fortune à une fondation qui devait établir 5 prix. Les volontés d'Alfred Nobel dans ces conditions-là, c'est un petit peu difficile de les décrypter, surtout qu'il avait parlé de ça à personne. Il avait écrit son testament dans son coin, il l'avait fait enregistrer, il l'avait mis dans un coffre-fort et tout le monde a découvert ça le lendemain de sa mort. Mais donner le prix, par exemple, à Barack Obama, président des États-Unis, puis à l'Union européenne, est-ce que c'est vraiment dans la ligne de ce que pensait Nobel ? On ne sait pas vraiment ce qu'il pensait, mais ce qu'on peut déduire de la manière dont il a rédigé son testament, c'est qu'il avait l'intention de donner son prix à un mouvement pacifiste qui commençait à s'organiser à la fin du 19e siècle. Donc effectivement, Barack Obama... le président dont le pays était en guerre en Afghanistan et en Irak. Mais c'est pas le Barack Obama le prix a été remis. Barack Obama est que l'un des nombreux présidents des États-Unis qui ont reçu le prix. Le premier a été Theodore Roosevelt. En 1905. Donc c'est une histoire qui date de loin, et Theodore Roosevelt n'était pas du tout le plus pacifiste des présidents américains. Peut-être qu'ils ont donné au fond le prix à Barack Obama pour faire la différence avec son prédécesseur qui avait déclenché la guerre. C'était peut-être ça l'idée du comité. Oui, et puis aussi, il faut voir que le prix Nobel de la paix, c'est un instrument politique, c'est un instrument de politique extérieure norvégienne, bien que les Norvégiens se défendent de ça et disent qu'il n'y a pas de lien entre le pouvoir et le comité Nobel. Mais le comité Nobel est nommé par le Parlement norvégien. Sa composition reflète la composition politique du Parlement norvégien. Et donc, il est normal que les prix qui sont décernés reflètent et aussi les conflits intérieurs de la politique norvégienne. Par exemple, le prix à l'Union européenne, c'est clairement le reflet de la volonté de Jagland, qui est encore et qui vient d'annoncer son dernier prix, sûrement son dernier prix, qui est un travailliste et qui fait partie de la minorité pro-européenne norvégienne. Mais l'Union européenne, justement, c'est un bon exemple. On aurait pu comprendre à un fait marquant, la rencontre, la réconciliation Adenauer-De Gaulle ou le traité de Rome. Enfin, des faits qui sont marquants là. C'est arrivé un peu tardivement et du coup, sans impact pour les opinions des pays européens. En fait, c'est arrivé à un moment où Jagland, donc ce président du comité Nobel, a réussi à profiter de l'absence de certains membres du comité qui étaient anti-européens pour faire passer son message pro-européen auprès du comité. Donc il faut vraiment s'intéresser à la politique intérieure norvégienne pour comprendre les dessous des décisions du comité Nobel. Et pourquoi, par exemple, pas donner à une personne qui consacre le prix, à une personne qui consacre une grande partie de sa vie à la réconciliation, je pense aux Israéliens, aux Palestiniens, comme le chef d'orchestre Daniel Barenboim. Ce serait concret, là.
Ah, oui, 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 bien sûr. Bah, enfin, des prix aux Israéliens et aux Palestiniens, il y en a eu déjà pas mal. Ou aux Israéliens et aux Égyptiens, il y a eu Sadat et Begin, il y a eu Pérez, Arafat, etc. Donc il y en a eu beaucoup, effectivement. Maintenant, quand le comité Mais là, c'est Nobel... une initiative concrète, puisque c'est une initiative commune avec un Oui, oui. orchestre Alors je ne sais pas si Baron d'Israéliens et Boyne de jeunes Palestiniens. a été nominé cette année. Il ne faisait pas en tout cas partie Non, du tout des mais je noms le qui donne étaient comme cités. exemple. Mais oui, oui, ce serait effectivement quelque chose qui est concret et ce serait sûrement en ligne avec ce que pensait Alfred Nobel à l'origine. Est-ce qu'on s'attendra à ce que ce prix rende visible ce qui est invisible? Oui, surtout que Nobel était un esprit très concret, c'était un ingénieur, c'était quelqu'un qui voulait concrètement trouver des solutions aux problèmes qui se posaient devant lui. Et effectivement, il pensait pas à des choses aussi abstraites, par exemple que l'Union européenne. Il ne pouvait pas imaginer ça. Ouais. Et puis aider matériellement des personnes qui manquent de moyens pour les aider à poursuivre leur combat pour Oui. la paix. C'est aussi Oui, mais alors ça, effectivement, si on regarde au fil du plus d'un siècle d'histoire du prix Nobel de la paix, on se rend compte que le prix a été attribué... Bon, là, en l'occurrence, c'est une jeune fille de 17 ans, mais en général, c'est plutôt des gens qui ont leur carrière derrière eux, qui sont déjà bien arrivés, et donc on récompense plutôt l'œuvre d'une vie plutôt qu'on ne les encourage à continuer dans leur voie. Merci beaucoup, Oscar Lambert, d'être venu, et merci à vous pour cet éclairage. Et tout de suite, on passe au sport.